Chapitre 4. Les amis de l'ABC. À cette époque indifférente en apparence, un frisson révolutionnaire courait vaguement. La jeunesse était en train de muer. On se transformait presque sans s'en douter par le mouvement même du temps. Chacun faisait en avant le pas qu'il avait à faire. Les royalistes devenaient libéraux, les libéraux devenaient démocrates. Un groupe de jeunes étudiants avait fondé la Société des amis de l'ABC. Ils se réunissaient souvent, soit au cabaret Corinthe aux Halles, soit au café Musain, place Saint-Michel. Parmi eux se trouvaient Enjolras, Combeferre, Jean Prouvaire, Feuilly, Courfeyrac, Bahorel, Lesgle ou Laigle, Joly, Grantaire. Qu'étaient-ce que les amis de l'ABC ? Une société ayant pour but, en apparence, l'éducation des enfants. En réalité, le redressement des hommes. On se déclarait les amis de l'ABC. L'ABC, c'était le peuple. On voulait le relever. Un certain après-midi, Laigle était adossé au chambranle de la porte du café Musain. Il remarqua un cabriolet qui passait, lequel allait au pas, et comme indécis. Il y avait dedans, à côté du cocher, un jeune homme, et devant ce jeune homme, un assez gros sac de nuit. Le sac montrait aux passants ce nom écrit en grosses lettres noires sur une carte cousue à l'étoffe. Marius Pontmercy. Ce nom fit changer d'attitude à Laigle. Il se dressa et jeta cette apostrophe au jeune homme du cabriolet. « Monsieur Marius Pontmercy !» Le cabriolet interpellé s'arrêta. « Je vous cherchais, reprit Laigle. Où demeurez-vous ?»« Dans ce cabriolet, dit Marius. »« Signe d'opulence, repartit Laigle avec calme. Je vous félicite. Vous avez là un loyer de 9000 francs par an. » En ce moment, Courfeyrac sortait du café. Marius sourit tristement. « Je suis dans ce loyer depuis 2 heures, et j'aspire à en sortir, mais je ne sais où aller. »« Monsieur, dit Courfeyrac, venez chez moi. » Courfeyrac monta dans le cabriolet. « Cocher, dit-il, hôtel de la Porte Saint-Jacques. » Et le soir même, Marius était installé dans une chambre de l'hôtel de la Porte Saint-Jacques, côte à côte avec Courfeyrac. En quelques jours, Marius fut l'ami de Courfeyrac. Un matin pourtant, Courfeyrac lui jeta brusquement cette interrogation. « À propos, avez-vous une opinion politique ?»« Tiens !» dit Marius, presque offensé de la question. « Qu'est-ce que vous êtes ? Démocrate bonapartiste !» Le lendemain, Courfeyrac introduisit Marius au café Musain. Puis il lui chuchota à l'oreille avec un sourire. « Il faut que je vous donne vos entrées dans la Révolution. » Et il le mena dans la salle des amis de l'ABC. Chapitre 5. Marius pauvre. La vie devint sévère pour Marius. Il quitta l'hôtel de la Porte Saint-Jacques pour la masure Gorbeau. À force de labeur, de courage, de persévérance et de volonté, il était parvenu à tirer de son travail environ 700 francs par an. Il avait appris l'allemand et l'anglais. Grâce à Courfeyrac qui l'avait mis en rapport avec son ami le libraire, Marius remplissait dans la littérature-librairie le modeste rôle d'utilité. Il faisait des prospectus, traduisait des journaux, annotait des éditions, compilait des biographies, etc. Produit net, bon an, mal an, 700 francs. Il en vivait. Pas mal. Comment ? Pour que Marius en vînt à cette situation florissante, il avait fallu des années rudes. Il avait tout subi en fait, de dénuement. Il avait tout fait, excepté des dettes. Pour lui, une dette, c'était le commencement de l'esclavage. Plutôt que d'emprunter, il ne mangeait pas. Il avait eu beaucoup de jours de jeûne. À cette époque, Marius avait 20 ans. Il y avait 3 ans qu'il avait quitté son grand-père. Au temps de sa pire misère, il remarquait que les jeunes filles se retournaient quand il passait, et il se sauvait ou se cachait, la mort dans l'âme. Il pensait qu'elles le regardaient pour ses vieux habits et qu'elles en riaient. Le fait est qu'elles le regardaient pour sa grâce et qu'elles en rêvaient. Ce muet malentendu entre lui et les jolies passantes l'avait rendu farouche. Il y avait pourtant 2 femmes que Marius ne fuyait pas et auxquelles il ne prenait point garde. À la vérité, on l'eût fort étonné si on lui eût dit que c'étaient des femmes. L'une était la vieille barbue qui balayait sa chambre, l'autre était une espèce de petite fille qu'il voyait très souvent et qu'il ne regardait jamais. Depuis plus d'1 an, Marius remarquait dans une allée déserte du Luxembourg un homme et une toute jeune fille, presque toujours assis côte à côte sur le même banc, à l'extrémité la plus solitaire de l'allée. Chaque fois que le hasard amenait Marius dans cette allée, et c'était presque tous les jours, il y retrouvait ce couple.
L'homme pouvait avoir une 60aine d'années. Il paraissait triste et sérieux. Toute sa personne offrait cet aspect robuste et fatigué des gens de guerre retirés du service. Il avait les cheveux très blancs. La première fois que la jeune fille qui l'accompagnait vint s'asseoir avec lui sur le banc, qu'il semblait avoir adopté, c'était une façon de fille de 13 ou 14 ans, maigre, au point d'en être presque laide, gauche, insignifiante et qui promettait peut-être d'avoir d'assez beaux yeux. Elle avait cette mise à la fois vieille et enfantine des pensionnaires de couvent, une robe mal coupée, de gros mérinos noirs. Ils avaient l'air du père et de la fille. Ce personnage et cette jeune fille avaient naturellement quelque peu éveillé l'attention des 5 ou 6 étudiants qui venaient se promener de temps en temps. Les studieux après leurs cours, les autres après leur partie de billard. Courfeyrac, qui était des derniers, les avait observés quelque temps, mais trouvant la fille laide, il s'en était bien vite et soigneusement écarté. Frappé uniquement de la robe de la petite et des cheveux du vieux, il l'avait appelée la fille Mademoiselle la Noire et le père Monsieur le Blanc, si bien que, personne ne les connaissant, le surnom avait fait loi. Marius les vit ainsi presque tous les jours à la même heure pendant la première année. Il trouvait l'homme à son gré, mais la fille assez maussade. La seconde année, Marius fut près de 6 mois sans mettre les pieds au Luxembourg. Un jour enfin il y retourna. C'était par une sereine matinée d'été. Il alla droit à son allée, et, quand il fut au bout, il aperçut, toujours sur le même banc, ce couple connu. Seulement, quand il s'approcha, c'était bien le même homme, mais il lui parut que ce n'était plus la même fille. La personne qu'il voyait maintenant était une grande et belle créature, ayant toutes les formes les plus charmantes de la femme à ce moment précis où elle se combine encore avec toutes les grâces les plus naïves de l'enfant. Chapitre 6. Commencement d'une grande maladie. Un jour, l'air était tiède, le Luxembourg était inondé d'ombre et de soleil. Marius ne pensait à rien, il vivait et il respirait. Il passa près de ce banc. La jeune fille leva les yeux sur lui, leurs 2 regards se rencontrèrent. Qu'y avait-il cette fois dans le regard de la jeune fille? Marius n'eût pu le dire. Il n'y avait rien et il y avait tout. Ce fut un étrange éclair. Elle baissa les yeux et il continua son chemin. Ce qu'il venait de voir, ce n'était pas l'œil ingénu et simple d'un enfant, c'était un gouffre mystérieux. Il y a un jour où toute jeune fille regarde ainsi. Malheur à qui se trouve là. Il est rare qu'une rêverie profonde ne naisse pas de ce regard-là où il tombe. Le lendemain, à l'heure accoutumée, Marius tira de son armoire son habit neuf, son pantalon neuf, son chapeau neuf et ses bottes neuves. Il se revêtit de cette panoplie complète, mit des gants, luxe prodigieux, et s'en alla au Luxembourg. Arrivé au Luxembourg, Marius se dirigea vers son allée, lentement, comme s'il y allait à regret. On eût dit qu'il était à la fois forcé et empêché d'y aller. Il ne se rendait aucun compte de tout cela, et croyait faire comme tous les jours. En débouchant dans l'allée, il aperçut à l'autre bout sur leur banc Monsieur Leblanc et la jeune fille. Il boutonna son habit jusqu'en haut, le tendit sur son torse pour qu'il ne fît pas de plis, examina avec une certaine complaisance les reflets lustrés de son pantalon et marcha sur le banc. Il dépassa le banc, alla jusqu'à l'extrémité de l'allée qui était tout proche, puis revint sur ses pas et passa encore devant la belle fille. Cette fois, il était très pâle. À nouveau, il s'éloigna du banc et de la jeune fille, et s'arrêta vers la moitié de l'allée, et là, chose qu'il ne faisait jamais, il s'assit, jetant des regards de côté. Au bout d'un quart d'heure, il se leva comme s'il allait recommencer à marcher vers ce banc qu'une auréole entourait. Cependant, il restait debout et immobile, la tête baissée et faisant des dessins sur le sable avec une baguette qu'il avait à la main. Puis il se retourna brusquement du côté opposé au banc, à Monsieur Leblanc et à sa fille, et s'en revint chez lui. Ce jour-là, il oublia d'aller dîner. Une quinzaine s'écoula ainsi. Marius allait au Luxembourg pour s'y asseoir, toujours à la même place, et sans savoir pourquoi. Arrivé là, il ne remuait plus. Elle était décidément d'une beauté merveilleuse. Un des derniers jours de la seconde semaine, Marius était comme à son ordinaire, assis sur son banc, tenant à la main un livre ouvert dont, depuis 2 heures, il n'avait pas tourné une page. Tout à coup, il tressaillit. Monsieur Leblanc,
et sa fille venaient de quitter leur banc et tous deux se dirigeaient lentement vers le milieu de l'allée où était Marius. Marius referma son livre, puis il le rouvrit, puis il s'efforça de lire. Il tremblait. La jeune fille passa, et en passant, elle le regarda fixement, avec une douceur pensive. Marius resta ébloui devant ses prunelles pleines de rayons et d'abîmes. Il la suivit des yeux jusqu'à ce qu'elle eût disparu. Puis il se mit à marcher dans le Luxembourg comme un fou. Il était éperdument amoureux. Tout un grand mois s'écoula, pendant lequel Marius alla tous les jours au Luxembourg. Leur venue, rien ne pouvait le retenir. Marius vivait dans les ravissements. Il est certain que la jeune fille le regardait. Il fallait croire que M. Leblanc finissait par s'apercevoir de quelque chose, car souvent, lorsque Marius arrivait, il se levait et se mettait à marcher. Il avait quitté leur place accoutumée et avait adopté, à l'autre extrémité de l'allée, le banc voisin du gladiateur, comme pour voir si Marius les y suivrait. Marius ne comprit point et fit cette faute. Le père commença à devenir inexact et n'amena plus sa fille tous les jours. Quelquefois il venait seul. Alors Marius ne restait pas. Autre faute. De la phase de timidité il avait passé à la phase d'aveuglement. Son amour croissait, il en rêvait toutes les nuits. Et puis il lui était arrivé un bonheur inespéré. Un soir, à la brune, il avait trouvé sur le banc que M. Leblanc et sa fille venaient de quitter un mouchoir tout simple et sans broderie, mais blanc et fin. Ce mouchoir était marqué des lettres U.F. U était évidemment le prénom. Ursule, pensa-t-il. Quel délicieux nom. Il baisa le mouchoir, le mit sur son cœur. Ce mouchoir était au vieux monsieur qui l'avait tout bonnement laissé tomber de sa poche. L'appétit vient en aimant. Savoir qu'elle se nommait Ursule, c'était déjà beaucoup. C'était peu. Marius, en 3 ou 4 semaines, eut dévoré ce bonheur. Il en voulut un autre. Il voulut savoir où elle demeurait. Il suivit Ursule. Elle demeurait rue de l'Ouest, à l'endroit le moins fréquenté, dans une maison neuve à 3 étages d'apparence modeste. À partir de ce moment, Marius ajouta à son bonheur de la voir au Luxembourg le bonheur de la suivre jusque chez elle. Un jour, M. Leblanc et sa fille ne firent au Luxembourg qu'une courte apparition. Ils s'en allèrent qu'il faisait grand jour. Marius les suivit rue de l'Ouest, comme il en avait pris l'habitude. En arrivant à la porte cochère, M. Leblanc fit passer sa fille devant, puis s'arrêta avant de franchir le seuil, se retourna et regarda Marius fixement. Le jour d'après, ils ne vinrent pas au Luxembourg. Marius attendit en vain toute la journée. À la nuit tombée, il alla rue de l'Ouest et vit de la lumière aux fenêtres du 3e. Il se promena sous ces fenêtres jusqu'à ce que cette lumière fût éteinte. Il se passa 8 jours de la sorte. M. Leblanc et sa fille ne paraissaient plus au Luxembourg. Marius n'osait guetter la porte cochère pendant le jour. Il se contentait d'aller à la nuit, contempler la clarté rougeâtre des vitres. Le 8e jour, aucune lumière ne s'alluma aux fenêtres du 3e étage et personne ne rentra dans la maison. Marius frappa à la porte cochère, entra et dit au portier « Le monsieur du 3e. »« Déménagé, » répondit le portier. « Où demeure-t-il maintenant ? Je n'en sais rien. » Chapitre 7. Patron-Minette. Un quatuor de bandits, Claquesous, Gueulemer, Babet et Montparnasse, gouvernaient de 1830 à 1835 les bas-fonds de Paris. Ces 4 hommes n'étaient point 4 hommes. C'était une sorte de mystérieux voleurs à 4 têtes travaillant en grand sur Paris. Grâce à leurs ramifications et au réseau sous-jacent de leurs relations, Babet, Gueulemer, Claquesous et Montparnasse avaient l'entreprise générale des guet-apens du département de la Seine. Ils faisaient sur le passant le coup d'état d'en bas. Les trouveurs d'idées en ce genre, les hommes à imagination nocturne, s'adressaient à eux pour l'exécution. On fournissait aux 4 coquins le canevas. Ils se chargeaient de la mise en scène. Ils travaillaient sur scénario. Ils étaient toujours en situation de prêter un personnel proportionné et convenable à tous les attentats ayant besoin d'un coup d'épaule et suffisamment lucratif. Un crime étant en quête de bras, ils lui sous-louaient des complices. Ils avaient une troupe d'acteurs de ténèbres à la disposition de toutes les tragédies de caverne. Ils se réunissaient habituellement à la nuit tombante, heure de leur réveil, dans les steppes qui avoisinent la salpêtrière. Là, ils conféraient. Ils avaient les 12 heures noires devant eux. Ils en réglaient l'emploi. Patron-Minette,
tel était le nom qu'on donnait dans la circulation souterraine à l'association de ces 4 hommes. Chapitre 8. Une rose dans la misère. L'été passa, puis l'automne, l'hiver vint. Ni M. Leblanc ni la jeune fille n'avaient remis les pieds au Luxembourg. Marius tomba dans une tristesse noire. Marius n'avait pas cessé d'habiter la masure Gorbeau, il n'y faisait attention à personne. À cette époque, à la vérité, il n'y avait plus dans cette masure d'autres habitants que lui et les Jondrette, dont il avait une fois acquitté le loyer, sans avoir du reste jamais parlé ni au père, ni à la mère, ni aux filles. Un jour d'hiver, Marius montait à pas lents le boulevard afin de gagner la rue Saint-Jacques. C'était l'heure du dîner. Il marchait, pensif, la tête baissée. Tout à coup, il se sentit coudoyer dans la brume. Il se retourna et vit 2 jeunes filles en haillons. L'une, longue et mince, l'autre un peu moins grande, qui passaient rapidement, essoufflées, effarouchées, et comme ayant l'air de s'enfuir. Marius comprit que les gendarmes avaient failli saisir ces 2 enfants, et que ces enfants s'étaient échappés. Le lendemain, vers 7 heures du matin, Marius venait de se lever et de déjeuner, et il essayait de se mettre au travail lorsqu'on frappa doucement à sa porte. « Entrez !» dit Marius. La porte s'ouvrit. Une voix, qui n'était pas celle de Mame Bourgon, dit « Pardon, monsieur !» C'était une voix sourde, cassée, étranglée, éraillée. Marius se tourna vivement. Une toute jeune fille était debout dans la porte entrebâillée. C'était une créature hâve, chétive, décharnée. Rien qu'une chemise et une jupe sur une nudité frissonnante et glacée. Ce visage n'était pas absolument inconnu à Marius. Il croyait se rappeler l'avoir vu quelque part. « Que voulez-vous, mademoiselle ?» demanda-t-il. La jeune fille répondit avec sa voix de galérien ivre. « C'est une lettre pour vous, monsieur Marius. » Elle tenait en effet une lettre à la main qu'elle présenta à Marius. Marius la lut. « Mon aimable voisin, jeune homme, j'ai appris vos bontés pour moi, que vous avez payé mon terme il y a 6 mois. Je vous bénis, jeune homme. Ma fille aînée vous dira que nous sommes sans un morceau de pain depuis 2 jours. 4 personnes et mon épouse malade. Je crois devoir espérer que votre cœur généreux s'humanisera à cet exposé et vous subjuguera le désir de m'être propice en daignant me prodiguer un léger bienfait. Je suis avec la considération distinguée qu'on doit au bienfaiteur de l'humanité, Jondrette. Post-scriptum, ma fille attendra vos ordres, cher monsieur Marius. Depuis que Marius habitait la masure, il n'avait eu que de bien rares occasions de voir les Jondrette. Cependant, tandis que Marius attachait sur elle un regard étonné et douloureux, la jeune fille allait et venait dans la mansarde. Elle remuait les chaises, elle dérangeait les objets de toilette posés sur la commode, elle touchait aux vêtements de Marius, elle furetait ce qu'il y avait dans les coins. « Tiens, dit-elle, vous avez un miroir ?» Marius songeait et la laissait faire. Elle s'approcha de la table. « Ah, dit-elle, des livres. Je sais lire, moi, et je sais écrire aussi. » Elle trempa la plume dans l'encre et, se tournant vers Marius. « Vous voulez voir ? Tenez, je vais écrire un mot pour toi, pour voir. » Et avant qu'il eût le temps de répondre, elle écrivit sur une feuille de papier blanc qui était au milieu de la table « Les cognes sont là. » Puis, jetant la plume, elle considéra Marius, prit un air étrange et lui dit « Savez-vous, monsieur Marius, que vous êtes joli garçon ? Vous ne faites pas attention à moi, mais je vous connais, monsieur Marius. Je vous rencontre ici dans l'escalier. Cela vous va très bien, vos cheveux ébouriffés. » Marius s'était reculé doucement. Il fouilla dans son gilet et finit par réunir 5 francs 16 sous. Il garda les 16 sous et donna les 5 francs à la fille. Elle saisit la pièce. « Bon, dit-elle, il y a du soleil. 5 francs !» Puis elle sortit. Marius, depuis 5 ans, avait vécu dans la pauvreté, mais il s'aperçut qu'il n'avait point connu la vraie misère. La vraie misère, il venait de la voir. Marius se reprocha presque les préoccupations de rêveries et de passions qui l'avaient empêché jusqu'à ce jour de jeter un coup d'œil sur ses voisins. Avoir payé leur loyer, c'était un mouvement machinal. Tout le monde eût eu ce mouvement. Mais lui, Marius, eût dû faire mieux. Tout en se faisant cette morale, il considérait le mur qui le séparait des Jondrette. Tout à coup, il se leva, il venait de remarquer vers le haut, près du plafond, un trou triangulaire résultant de 3 lattes qui laissaient un vide entre elles. Il escalada la commode, approcha sa prunelle de la crevasse et regarda.
Ce que Marius voyait était un taudis abject, sale, fétide, ténébreux, sordide. Pour tout meuble, une chaise de paille, une table infirme, quelques vieux tessons, et dans 2 coins, 2 grabats indescriptibles. Pour toute clarté, une fenêtre mansarde à 4 carreaux, drapée de toiles d'araignée. Les murs avaient un aspect lépreux, une humidité chassieuse y suintait. Une espèce de panneau de bois plus long que large était posé à terre et appuyé en plan incliné contre le mur. Cela avait l'air d'un tableau retourné. Près de la table, sur laquelle Marius apercevait une plume, de l'encre et du papier, était assis un homme d'environ 60 ans, petit, maigre, livide, hagard, l'air fin, cruel et inquiet. Un gredin hideux. Une grosse femme qui pouvait avoir 40 ans ou 100 ans était accroupie près de la cheminée sur ses talons nus. Sur un des grabats, Marius entrevoyait une espèce de longue petite fille blême assise, presque nue, et les pieds pendants, n'ayant l'air ni d'écouter, ni de voir, ni de vivre. Du reste, il ne se révélait dans ce logis la présence d'aucun travail. Pas un métier, pas un rouet, pas un outil. Dans un coin, quelques ferrailles d'un aspect douteux.